Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. De Skype à WhatsApp, en passant par WeChat ou Line, les applications de messagerie dépassent le 1,5 milliard d'utilisateurs. Alors, pourquoi sommes-nous tous accros? On en parle notamment avec Cyril Paglino, le fondateur de Tribe. Des tuiles pour la stocker, des routes photovoltaïques pour la propager et des drones pour l'utiliser pendant le temps de vol. L'énergie solaire s'invite dans notre quotidien et sur le plateau de Test 24. Mais d'abord, au lendemain de l'élection de Donald Trump, la sphère digitale monte au front. Alors l'avenir dira si le président Trump s'illustrera dans le numérique, mais les déclarations du candidat Donald continuent d'inquiéter la Silicon Valley, Guillaume Gralet. Oui, des déclarations sans tabou. On sait que le candidat Trump a expliqué que chaque fabricant informatique devrait tout produire aux États-Unis. C'est le cas notamment pour Apple. Il a cité Apple. Il a également demandé aux géants du net qu'ils livrent tous les fichiers aux autorités américaines si jamais il en avait besoin. Et puis, vous savez, le candidat Trump, il a montré qu'il aimait bien avoir contrôle sur tout. C'est-à-dire que s'il se rend compte un jour qu'une partie d'Internet lui échappe, est utilisée par les ennemis des États-Unis, par exemple Daesh, il n'hésitera pas, c'est très fort, à couper Internet. Alors ça nécessiterait qu'ils reprennent contrôle de l'ICANN, vous savez, cette association de droit américain qui avait petit à petit pris son émancipation. Et justement, cette semaine au Web Summit à Lisbonne, l'endroit où il fallait être, des réactions à fleur de peau de la part du monde du digital. Oui, un monde globalement extrêmement remonté. On l'a vu par exemple avec Dave McClure qui a créé l'accélérateur de start-up 500 startups, qui au départ a utilisé un peu d'ironie. Il a dit heureusement que lors de ce scrutin, on a légalisé l'utilisation de la marijuana, on va en avoir bien besoin. Ensuite, il s'est repris et il a eu des mots très forts. Il dit « nous nous sommes fait voler et violer ». Il s'est fait applaudir en demandant à la foule de se lever. Il y a même eu, à travers cette colère, une menace de sécession. Alors ça a été formulé par Shervin Pichevar, qui est co-créateur d'Hyperloop. Vous savez, cette fameuse navette qui va relier San Francisco à Los Angeles de manière très rapide. Pour que la Californie prenne son indépendance. Exactement. Et en fait, on voit également une Californie qui veut expérimenter une nouvelle forme de résistance. Alors ça, on le voit à travers des personnages comme Marc Benioff, vous savez, le créateur de Salesforce, qui dit il va bien falloir composer avec le nouveau président. Du pragmatisme, donc. Du pragmatisme. Un pragmatisme qui est également formulé par Sam Altman, vous savez, qui est à la tête de Y Combinator et qui dit qu'il faut se retrousser les manches pour changer le monde. Allez, on parle de Californie, on va continuer sur ce sujet, mais sous l'angle de l'application des messageries. Elles s'appellent Skype, WhatsApp, Messenger, Viber ou Line. Elles sont utilisées par plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde et elles pourraient atteindre 2 milliards d'addicts d'ici 2 ans à peine. Les applications de messagerie ont fait la une en 2016, à tel point que l'Europe songe à les réguler comme des opérateurs télécoms à part entière. Mais alors, pourquoi sommes-nous donc tous accros? Tribe, la dernière venue sur nos écrans, a peut-être la réponse. Elle mixe vidéo, SMS, reconnaissance vocale et intelligence artificielle pour séduire les millennials. Et pour en parler, on rejoint tout de suite San Francisco avec son fondateur Cyril Paglino. Hello Cyril. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes allé piocher dans les meilleures fonctionnalités des applications concurrentes pour pouvoir construire votre propre modèle. Oui, en fait, techniquement, on fait de la vidéo en tant que premier média, donc on est une application de messagerie vidéo. On a juste une vraie différence avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 types de communication aujourd'hui. La communication asynchrone, donc qui est quand vous le voulez, qui est beaucoup plus libre, ça va être le texte, le mail, WhatsApp, Messenger, le iMessage, etc. Et la communication live, qui est le téléphone, qui est Skype, qui est FaceTime. Et nous, en fait, on prend le bon côté des 2 parties, on prend la liberté de l'asynchrone, donc quand vous voulez, c'est pas en live, et on prend la richesse du média vidéo, et on met ensemble dans Tribe, qui est une plateforme d'application, donc de messagerie vidéo, mais asynchrone, tout simplement. Mais il y a aussi une véritable prouesse technologique qui se cache derrière Tribe, au-delà du côté cool et du côté millennials. Je vais vous demander une petite explication de texte. Injecter du contexte et des émotions dans les messages, ça veut dire quoi concrètement ? Yes. En fait, très simplement, comme on a la voix des gens, donc les gens parlent sur Tribe en vidéo, on peut ensuite analyser ce que dit la personne, donc analyser ce que vous dites. Alors, bien évidemment, c'est pas nous, c'est de l'AI, donc c'est de l'intelligence artificielle. Et en fait, on comprend ce que vous dites, et si vous mentionnez
une ville, un restaurant, un endroit, une marque, un produit, une célébrité, un joueur de foot. On peut du coup le comprendre et vous proposer directement en instantané du contenu par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle augmented messaging, la messagerie augmentée. Et en gros, la vidéo est le seul média qui est capable du coup d'avoir du son et donc de reconnaître ces types de choses. Et donc si vous dites demain que vous allez aller dans ce restaurant-là, on peut directement vous proposer de le réserver, de l'appeler, de voir les notes sur Foursquare, sur Yelp, sur OpenTable, etc. Donc c'est toujours du contenu en plus par rapport à ce qu'on dit et qui techniquement fait gagner du temps à l'utilisateur dans sa vie quotidienne. Du messaging augmenté, donc, qui est surtout une formidable source de monétisation. On comprend donc mieux pourquoi vous avez 500 000 utilisateurs depuis le lancement de l'application et surtout, vous avez généré une levée de fonds de 3 millions de dollars auprès d'un des géants de l'investissement aux États-Unis. On est encore dans l'image de Pinal, là, du Frenchie qui réussit dans la vallée, Cyril? Oh, on est loin du succès. Pour l'instant, nous, on est une dizaine de personnes à bosser dans une maison. Là, c'est notre bureau ici. C'est une maison sur les hauteurs de San Francisco. On se marre beaucoup, c'est super marrant, mais on bosse comme des dingues. On est français, américains mélangés. Et effectivement, Sequoia Capital, qui a investi plusieurs millions d'euros dans la boîte récemment, nous rassure et nous encourage vachement. Sequoia a financé Google, Apple, Cisco, Airbnb, YouTube et plus récemment WhatsApp, qui est effectivement le gros leader du marché de la messagerie. Donc, ils ont de la connaissance sur ce sujet. Ils nous en apportent beaucoup, des conseils aussi. Et c'est aujourd'hui rassurant d'être financé par ceux qui ont fait les plus grosses boîtes des 20 dernières années. Donc effectivement, on a plein de pression positive. Maintenant, on est encore loin de la vraie success story. Il y a encore beaucoup de boulot devant. Merci infiniment, Cyril. Allez, on vous laisse travailler depuis San Francisco. On reviendra évidemment vous voir pour suivre la story Tribe. Et Guillaume, justement, on parlait de pression médiatique, pression des investisseurs avec Cyril Paglino. On va parler maintenant de la pression des institutions et surtout des régulateurs, puisque l'Europe s'intéresse de plus en plus aux services de messagerie, puisqu'elle les considérait bientôt comme des services télécoms à part entière. Oui, on a vu ce mouvement en Italie, on le voit en ce moment en France, on le verra sans doute généralisé à l'échelle européenne. En fait, on veut demander à ces messageries, c'est un peu la rançon du succès, eh bien de faire tout comme les opérateurs de téléphonie. C'est-à-dire, par exemple, de mettre à disposition des numéros d'urgence. C'est l'air d'être un détail, mais c'est une vraie obligation. De participer au financement du service universel en France, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Là c'est pas non plus énorme, mais bon, c'est quand même quelque chose à débourser. Et puis, le plus épineux, c'est l'interdiction d'utiliser l'exploitation de données très personnelles, comme les données géolocalisées. Et en même temps, on menace d'interdire le chiffrement. Oui, d'autant plus que malheur n'arrive jamais seul, si j'ose dire, en tout cas pour ces applications de messagerie, et elles sont fragilisées par de très nombreux virus en ce moment. Oui, on a vu des programmes malveillants qui ont touché WhatsApp, l'application Star, il y a quelques années. En fait, c'était une application qui s'appelait Priyaka, qui semait la zizanie dans vos contacts. En fait, là, on voit bien qu'on touche vraiment la valeur essentielle de ces messageries, c'est la confiance, et ça serait un vrai drame si ça touchait également Telegram ou Signal. Merci infiniment, Guillaume. Allez, on va ouvrir une page solaire dans cette émission, puisque Tesla, le constructeur de voitures électriques haut de gamme, vient de dévoiler sa dernière innovation, des panneaux solaires qui ressemblent à s'y méprendre à des tuiles pour un toit. Mais ici, ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Ces tuiles high-tech permettront surtout aux ménages de stocker l'énergie solaire nécessaire à leurs besoins et surtout au rechargement de leur voiture Tesla, comme c'est beau, les rendant ainsi véritablement écologiques. Allez, toutes les explications, c'est avec Sophie Alavie. À première vue sur cette toiture, aucun panneau solaire. Et pourtant, ce toit capte bien l'énergie du soleil à partir de ces tuiles. Ce sont en fait des mini-panneaux solaires, ou plus précisément des cellules photovoltaïques bien cachées sous un film coloré. Fabriquées en quartz, ces tuiles peuvent résister au vent et à la grêle. Le but est de faire des toits solaires plus beaux que les toits normaux, qui génèrent de l'électricité qui dure plus longtemps. C'est une sorte de futur intégré, une voiture électrique, une batterie et un toit solaire. En effet, dans ce système, l'énergie du soleil captée par le toit est stockée dans une batterie murale. Cette batterie aurait la capacité d'alimenter la maison en électricité, mais également de recharger une voiture. Un futur donc 100% Tesla, qui permettrait aux véhicules électriques de la marque de devenir quasiment écologiques. Car bien souvent d'origine nucléaire ou fossile, l'électricité nécessaire à leur rechargement est source de pollution. Si le coût et la commercialisation de ce produit prometteur restent encore flous, il pourrait bien devenir le trait d'union entre énergie électrique et énergie solaire.
Un univers, donc toute énergie renouvelable et surtout tout Tesla. C'est réaliste, Guillaume? Alors, comme toujours avec Elon Musk, on va sans doute être surpris par la suite. Les investisseurs se posent juste un petit peu de questions sur la fusion entre Tesla et SolarCity. SolarCity est dirigé par Lyndon Rive, c'est le cousin d'Elon Musk. Et les investisseurs ont peur qu'avec cette fusion, eh bien, Elon Musk perde de sa liberté. Des histoires de famille, donc. Allez, le solaire qui s'invite également sur nos routes. Ça paraît intéressant, mais est-ce que c'est viable? Alors, il faut s'imaginer en fait l'expérimentation qui a eu lieu il y a peu de temps à La Roche-sur-Yon. En fait, c'est un film solaire qu'on va déployer sur les routes. C'est assez joli à voir. 50 mètres carrés va pouvoir alimenter une borne de recharge pour pouvoir recharger par exemple un véhicule. Aujourd'hui, c'est intéressant, mais il n'y a pas de vrai modèle économique. Il y a encore besoin de beaucoup de subventions. Peut-être qu'il faudra, pour vraiment déployer cette technologie, on imagine qu'un kilomètre pour éclairer une ville de 5000 habitants, eh bien, le concours justement des fabricants de véhicules solaires. Et notre story Quoi de neuf sous le solaire continue évidemment dans Test 24. Et cette fois-ci, on va utiliser l'énergie solaire sur des drones. Démonstration tout de suite avec le SB4 Phoenix. Le nom a l'air un peu militaire. Dit comme ça, c'est pourtant une véritable prouesse technologique et toulousaine, s'il vous plaît. Oui, une prouesse qui revient à la start-up toulousaine Sunbirds. Et en fait, ce qui m'impressionne en regardant ce drone, c'est la finesse des petits panneaux solaires, quelques microns. Ces panneaux, ils vont alimenter une batterie qui est située dans le drone, qui elle-même va alimenter un moteur électrique. Alors, tout ça, ça ne fonctionnerait pas si le drone n'était pas extrêmement léger. Alors, c'est Vous très me faites fragile. très peur quand vous prenez des objets en main de cette façon-là. Voilà, non, mais c'est un drone qui est fait en fibre de verre, fibre de carbone. C'est uniquement 3 kilos. Alors, je peux presque le porter, je pourrais presque le lancer. On ne va pas le faire. Non, Romain, voilà. Aujourd'hui. Peut-être pas tout de suite. Mais on a quand même un drone qui va avoir 8 heures d'autonomie, qui va suivre un parcours qu'on aura préprogrammé sur un ordinateur. S'il y a un petit souci, s'il y a trop de vent, ça peut résister quand même à 50 km/h de vent, eh bien, on va pouvoir reprendre le contrôle de ce drone grâce à un joystick. Et on a énormément d'applications différentes. Et c'est surtout un des drones les plus légers du monde dans sa catégorie. Énormément d'applications, vous le disiez, agriculture, environnement et lutte anti-braconnage notamment. Oui, alors parce que en fait, la grande nouveauté et surtout le grand génie de ce drone solaire, c'est qu'il ne fait aucun bruit. Alors pour lutter contre le braconnage, et cette start-up, elle a déjà été sollicitée en Amérique latine, en Afrique, eh bien c'est l'idéal parce que en fait, à l'intérieur du drone, je vais le reprendre une dernière fois en main. En fait, en dessous, eh bien vous avez 3 caméras, une caméra thermique, une caméra infrarouge. Vous allez voir jusqu'à 1 cm à 100 mètres d'altitude. On va pouvoir voir également, et ça c'est vraiment intéressant, là où il faut irriguer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à la caméra thermique, savoir si les plantes ont vraiment besoin d'eau. Donc il y a vraiment beaucoup de points positifs. Alors c'est uniquement un prototype qui est soutenu par le CEATEC, ça sortira dans quelques mois. Merci infiniment Guillaume pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés, on se retrouve très vite. Alors,